Dans cette vidéo, nous allons voir comment illustrer vos argumentations sur le thème du jeu en faisant des références littéraires et artistiques. Ce qui est particulièrement apprécié par le jury aux épreuves de français de Terminal Bac Pro pour la partie argumentation, c'est d'illustrer vos arguments en faisant des références culturelles judicieuses. Je vous propose donc ici quelques idées et quelques références littéraires, artistiques et cinématographiques pour imager vos arguments et contre-arguments. On commence par les atouts du jeu. Si vous voulez montrer en début de développement la grande variété des jeux, alors faites référence à la peinture Jeux d'enfants de Peter Bruegel qui montre plus de 250 enfants en train de jouer à près de 84 jeux différents. Au XVIe siècle, les jouets spécialement conçus pour les enfants sont rares et la plupart des jeux sont donc des jeux ne nécessitant aucun accessoire comme colle à maillard, les jeux de course, etc. Les jeux peuvent donc être universels, ils sont à la portée de tous en effet pour qui fait preuve d'imagination. Si vous voulez maintenant illustrer le fait que le jeu sociabilise ou apporte une certaine convivialité, alors faites allusion en exemple à la peinture impressionniste La partie de croquet qui date de 1873 et dans laquelle Édouard Manet représente le jeu de croquet comme un jeu permettant de se retrouver entre amis, en famille, en pleine nature et dans une atmosphère détendue. Vous pouvez également préciser que dans la peinture La danse, Henri Matisse décrit le côté rassembleur du jeu de danse de 5 individus qui se tiennent par la main en formant une ronde, et ce jeu est comme une invitation à rejoindre la danse. Le cercle vient chercher ceux qui sont dehors pour rassembler tous les individus. Alors, en fonction du sujet sur lequel vous tombez à l'examen, vous pouvez aussi montrer que le jeu développe certaines capacités mentales, comme la concentration. Dans la peinture Les joueurs de cartes, Paul Cézanne décrit les subtils jeux de gestes et de regards de deux joueurs de cartes et montre leur extrême concentration. D'ailleurs, pour montrer l'importance, voire la nécessité du mental dans le jeu, la référence littéraire à Zweig dans Le joueur d'échecs qui date de 1943 est parfaite, puisqu'il montre que la maîtrise de soi est déterminante dans le jeu. Son héros, Zendovic, est maître de l'échiquier car il est maître de lui-même, contrairement à son adversaire, Monsieur B, qui est certes plus intelligent et plus doué aux échecs, mais qui n'est pas du tout maître de lui-même. Le jeu peut aussi être utilisé comme instrument de compétition et parfois même comme un moyen de lutte contre les préjugés. À ce propos, la série Le jeu de la dame met à mal certains stéréotypes des années 60 liés à la capacité des femmes à jouer aux échecs. Ici, Bess Harmon terrasse ses adversaires avec une facilité déconcertante et participe au plus grand tournoi. La compétition par le jeu a alors une portée plus universelle. Deuxième partie, on peut évoquer la dualité du jeu. Donc, pour évoquer cette ambivalence, la dualité du jeu et de ses portées, Nabokov, dans La défense Loutchine, l'a décrit de manière intéressante entre le sel, le moteur de vie que le jeu apporte à Loutchine, mais aussi l'origine de sa marginalité, de sa folie et de sa destruction. Toujours dans la série Le jeu de la dame aussi, cette dualité apparaît. Chez Bess, qui est une jeune prodige des échecs et donc héroïne de la série, le génie côtoie les névroses et les addictions, notamment celle des calmants. Ce sont autant de freins dans son ascension vers les meilleurs classements. Troisième partie, les dérives du jeu. Donc, si vous voulez montrer la superficialité du jeu, faites référence à Zero Police qui date de 2002. Ici, Bruce Begou, l'auteur, montre la place du jeu dans la vie de Las Vegas. Le jeu est associé au commerce, à l'argent, à la futilité. Et Las Vegas est décrite comme une ville organisée en fonction des galeries marchandes et des parcs d'attractions. Le jeu peut être utilisé aussi pour manipuler ou pour séduire, c'est ce qu'a voulu montrer Choderlos de Laclos en 1782 dans Liaison dangereuse. Le jeu est perçu alors comme une manipulation de la part de Madame de Merteuil et elle est perçue comme une séduction par le vicomte de Valmont. Et ce jeu se transforme en duel sans pitié où les deux personnages principaux se jouent des vertus de leur proie et se délectent un peu de la souffrance de ceux qu'ils manipulent. Dans le même registre, on a le tableau de Jérôme Bosch, l'escamoteur, qui donne à voir une réelle escroquerie aussi avec un battleur de foire qui attire les chalands par le jeu, pendant qu'un complice en profite pour voler la bourse de l'un d'entre eux. Dans Requiem d'un joueur, qui date de 2017, Erwan Le Bihan évoque les addictions au jeu. Il présente le jeu sous l'angle d'une aliénation. Il décrit cet état second, grisé du joueur. Il devient un joueur pathologique et tombe dans un engrenage où tout est fait pour inciter les gens à jouer et à gagner l'argent facile. Il en subit d'ailleurs les travers avec la destruction de son équilibre familial et aussi des problèmes financiers importants.
Dans Le Joueur, Dostoïevski définissait comme une véritable maladie le jeu et la dépendance qu'elle entraîne. L'auteur lui-même a prouvé sa dépendance au stress et aux dangers représentés par le jeu en signant d'ailleurs un contrat suicidaire avec son éditeur. Et dans Le Maître ou le tournoi de Go qui date de 1954, Kawabata décrit la passion du maître pour le jeu de Go. Il joue jour et nuit, pris par une obsession troublante. Il s'agit d'une sorte d'abandon total au démon du jeu. Si vous voulez maintenant évoquer le fait que le jeu prend parfois le contrôle de la vie du joueur, alors faites référence à Hors d'attente, qui date de 1988, d'Emmanuel Carrère. Ici, le personnage principal, c'est Frédéric, une professeure de 36 ans, qui fuit son quotidien grâce au jeu. Elle fait finalement le choix de laisser le hasard choisir pour elle cette autre vie, et la roulette décidera pour elle et la guidera dans la déconstruction de sa vie. Elle jouera pour jouer sa vie et elle devient dépendante du hasard, mais elle savoure aussi ses pulsions autodestructives. Dans les dernières cartes d'Arthur Schnitzer, la règle du jeu contrôle Willem, le personnage, même lorsque la partie a été officiellement interrompue. Sa vie est devenue un jeu qu'il ne contrôle plus et une succession de déceptions jusqu'à l'issue funeste. Enfin, si vous voulez évoquer les dérives les plus extrêmes du jeu et les pratiques ordaliques du jeu, c'est-à-dire les joueurs qui prennent tous les risques et qui jouent avec le feu, faites allusion à Peau de chagrin qui date de 1831. Ici, Honoré de Balzac décrit un personnage, Raphaël de Valentin, qui joue avec sa vie et l'appât du gain prend le pas sur sa vie. Alors, en guise de synthèse, je vous ai fait une petite carte mentale en vous indiquant en orange les arguments et en vert les exemples qui sont tirés de différentes références culturelles. Si vous voulez avoir à disposition le plan de ma séquence complète avec le détail de toutes les références littéraires, ainsi que la carte mentale, pour mes élèves de terminale, je vous l'ai mis dans votre Padlet, et pour les autres, précisez-le moi en commentaire que vous souhaitez l'avoir, et je vous transmettrai un lien pour y accéder. Created using Powtoon.